La célébrité est devenue la valeur suprême de notre époque, mais ça ne veut rien dire. Il y a des gens célèbres qui sont complètement abrutis. Je vous laisse trouver des exemples par vous-même. Et puis il y a des gens inconnus qui sont formidables, vous par exemple. Et puis il y a des gens célèbres qui sont merveilleux. Et c'est pour ça que j'ai le grand plaisir de recevoir Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, bonjour. Bonjour. Vous allez pouvoir demander des droits d'auteur. Ah, oui. C'est un extrait de votre tout nouveau spectacle, Aimons-nous les uns les autres. Vous aviez reconnu quand même. Oui, j'ai reconnu. Voilà. Parce que quand on est humoriste, on est aussi auteur. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de la qualité d'écriture qu'on peut trouver chez les humoristes. Surtout quand vous vous mettez à imiter des humoristes précédents. Je pense notamment à Raymond DeVos, un moment à qui vous rendez hommage dans ce spectacle. Et c'est admirablement fait. Cette écriture-là. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'écriture, mais c'est vrai que souvent les gens remarquent plus l'écriture quand justement on fait des textes comme ça un peu sophistiqués, élaborés, voilà. Où les gens disent « Oh, qu'est-ce que c'est bien écrit voilà. !» Alors qu'en fait, il y a des fois des choses qui demandent beaucoup d'efforts d'écriture et qui donnent une impression de non-écriture ou de quelque chose de très simple et fluide, alors qu'en fait, l'écriture est aussi très élaborée quand même. Et c'est aussi beaucoup de travail pour donner cette impression de simplicité et de fluidité. Ce qui est très étonnant, je trouve, dans le métier d'humoriste, qui est un métier que j'admire énormément, c'est le subtil équilibre entre ce travail d'écriture, qui est un travail premier, et puis après tout ce qui se passe sur scène, et comment le travail scénique, la mise en scène, et puis bon, le talent de comédien ou de comédienne, arrive ensuite à donner vie à ce texte qu'on peut être très bon en écriture et nul sur scène et vice-versa. Oui, et puis après, c'est aussi des fois intéressant quand on voit ces sketchs joués par quelqu'un d'autre. Ah oui, alors ça, c'est encore autre chose. Des fois, ça passe bien, des fois non. Non, mais c'est toujours intéressant. Mais si l'écriture est bonne, je pense que d'autres gens peuvent le jouer, en fait. Alors vous avez tendance aussi à beaucoup mettre les autres en avant, à être très en contact avec toutes les générations d'humoristes qui arrivent après vous. Ça vous apporte quoi, ce contact permanent? Vous n'êtes pas du tout enfermé dans votre tour d'ivoire? En fait, pendant longtemps, je pense que j'étais enfermée et préoccupée par ma carrière et centrée sur mon ambition et tout ça. Mais c'est vrai qu'avec l'âge... et puis, il y a mon mari qui a un site d'humour qui s'appelle You Humour, où il a filmé des jeunes humoristes. Donc c'est plus, je dirais que c'est grâce à lui que j'ai été vers les autres. Et en fait, j'ai vraiment trouvé beaucoup de satisfaction parce que les contacts sont plus simples qu'avec les gens très connus, on va dire. Mm-hmm. Avec les gens très, très connus. Alors, hyper connus, on va dire, qui ont un peu de métier, je m'entends très bien, qui ont de la bouteille, je ne sais pas comment dire, là ça se passe très très bien. Mais quand on est dans la phase de compétition, de construction, c'est toujours plus difficile. Et avec des gens qui arrivent, des fois les choses sont plus simples. Et pas toujours non plus d'ailleurs, parce que vous avez aussi des gens inconnus qui sont très compliqués. Une phase de construction que vous avez dépassée maintenant. Vous êtes quand même très très installé dans le paysage humoristique français. Et il y a une sorte de... Alors, c'est pas un devoir, mais il y a une sorte de mission de transmission comme ça, et de se dire, moi j'aurais peut-être voulu qu'on m'aide, ou alors on m'a aidé à ce moment-là, et je peux peut-être moi aussi apporter quelque chose. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qu'on a envie... Il faut aussi que les gens soient prêts à recevoir. On peut pas aider... Enfin, même ça, c'est valable dans la vie. Quand on rend un service à quelqu'un, quand vous rendez un service à quelqu'un, il faut que la personne soit prête et ait envie qu'on lui rende service. Il y a des gens qui supportent pas d'être aidés. C'est vrai, ça. Donc après, enfin, c'est une question de feeling aussi. Alors vous parliez de l'âge, qui est un des thèmes dans le spectacle, où avec énormément d'humour, vous expliquez comment c'est bien d'avoir 49 ans et comment vous l'assumez parfaitement, ce qui est assez agréable, parce que finalement, dans la salle, on voit bien le public, tout le monde se sent complètement avec vous sur scène, avec ses défauts physiques, avec son âge, avec voilà, tout ce qui fait la vie. Et alors, je vous dis quelque chose de très intéressant, parce que sous couvert d'humour, il y a quand même 2-3 choses bien profondes qui passent. Vous dites, avec l'âge, j'ai arrêté de quêter l'admiration dans le regard de mes enfants, de mon mari, des spectateurs, de mes parents, en tout cas dans le regard des autres. Et on sent qu'il y a une étape de franchie. Oui, là mais aussi. c'est pas vrai, en fait, parce que... Ah bon? Parce qu'un comédien est toujours en train de quêter... mais oui, l'admiration, dans le regard des spectateurs, si, c'est quand même important, mais j'essaye de moins dépendre du regard des autres qu'avant. Oui, ça, je pense que je me suis un peu libérée de ça, mais on s'en libère jamais totalement. Ce qui est compliqué dans un métier où on dépend totalement du regard que les autres portent sur nous. Et puis, je pense que tous les humoristes sont quand même des gens hypersensibles. Il y a une espèce de manière très forte de ressentir la vie et qu'on retranscrit. Mais je ne connais pas un seul humoriste qui n'ait pas une forme... Alors, il ne suffit pas d'être hypersensible pour être humoriste, mais je crois que vraiment tous les humoristes sont hypersensibles. Donc, quand on est hypersensible, on ressent fortement les ondes hostiles ou sympathiques. Voire disproportionnées, de manière disproportionnée parfois aussi.
moi, je les ressens très fort. Mais après, c'est des fois un problème. Donc, des fois, j'ai tendance peut-être à vouloir me renfermer pour me protéger, mais ce qui n'est pas une solution non plus, quoi. Alors, ce spectacle, Aimons-nous les uns les autres, il tourne déjà un peu partout en France. Et puis, il va y avoir l'Alhambra aussi, à partir du 30 juillet. J'aimerais qu'on en regarde un extrait, parce que c'est bien gentil de savoir de quoi on parle toutes les deux, et puis de ne rien montrer à nos téléspectateurs. On reparlera du titre aussi, Aimons-nous les uns les autres. Ça sent le coming out catholique à plein nez. Non, mais le Christ, c'est aimez-vous, c'est pas aimons-nous. Oui, non, mais c'est ça qui est d'autant plus joli. on va regarder un extrait, voir un petit patchwork de ce spectacle. La situation économique va s'améliorer à l'horizon 2016. Ça veut dire on est dans la merde pour encore un petit moment. Surtout quand on regarde la définition du mot horizon dans le dictionnaire. Ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Jacques, si tu pouvais arrêter de faire la gueule, ça va finir par se voir. Fais comme moi, prends sur toi. Elles sont belles, les deux mariées. C'est un mariage heureux. C'est un mariage gay. Non, mais ça m'énerve, les gens qui disent « L'éducation des enfants, c'était mieux avant. Nous, à notre époque, on s'amusait avec un bout de bois. » Bah oui, mais t'aurais une console de jeu, tu serais fait moins chier, non? Et là, la fille, elle me fait « Mélanie, dans la vie, il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut. Hôtesse de l'air, tu veux. Hôtesse de caisse, tu peux. Nous sommes des gens de gauche. Nous faisons une politique de droite d'une manière un peu gauche et pas très à droite. » Alors on retrouve vraiment ce mélange de chroniques politiques et de chroniques familiales qui sont vraiment aujourd'hui les deux piliers sur lesquels vous vous appuyez. Ça donne des choses très différentes. Alors toute la partie sur le mariage homosexuel entre un couple qui marie sa fille avec une gendresse, donc, comme vous dites, on est en plein dans l'actualité là. Oui, ça a été un sketch qui était très délicat à écrire parce que j'imagine. Parce que je voulais pas heurter. Voilà, ça a été comme... voilà, je pense qu'il est bien écrit, là. Il fonctionne bien et il y a des choses qui sont non dites aussi. Et, en fait, la principale chose non dite, c'est que la mère essaye de faire bonne figure et que finalement, elle n'arrive pas à accepter. Elle n'assume absolument pas le choix de sa fille. Mais elle sourit et elle fait comme ça. Alors, je trouve que la grande réussite, typiquement, de ce sketch-là, puisqu'on en parle, c'est à mon avis, pouvoir faire rire à peu près toutes les tendances. Ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, doivent se retrouver quand même autour du rire, finalement. Mais j'ai quand même demandé validation à une amie lesbienne, vraiment, que le sketch soit pas homophobe, que voilà. D'accord. Et il y a des amis catholiques, non? Vous n'avez pas demandé validation? Pas demandé. Non. Et vous avez quel retour sur ce sketch, par exemple, après le spectacle? Ça passe bien? Oui, ça passe très bien. Ça passe bien. Ouais. Et j'ai un autre sketch aussi qui a été très très compliqué à écrire où je fais une élue du Front National, enfin de l'extrême droite. Oui. Et ça a été aussi un cauchemar d'écriture parce que justement à la fin, donc elle tombe amoureuse d'un Tunisien. Donc voilà, ça c'était assez drôle d'imaginer une conseillère municipale du Midi qui tombe amoureuse d'un Tunisien de Djerba et les problèmes que ça peut poser. Mais ça a été aussi une tannée à écrire parce que là, pour le coup, quand c'est des sujets touchy, vous dites une phrase de trop dans un sens, c'est comme un équilibre qu'il faut trouver. Et voilà, tout d'un coup, le rire s'en va, il y a un malaise. Et moi, j'aime pas créer des malaises sur scène. J'aime vraiment quand il y a du rire. Donc voilà, ça a été des fois des ajustements d'horloger suisse que les gens se rendent pas compte de ça. Mais alors, qui vous aide, par exemple, des fois on a besoin d'un retour, on ne sait plus, on a tellement le nez dans le guidon en écriture, on ne sait plus. Donc qui vous aide, à qui vous allez jouer le sketch pour la première fois et qui va vous dire, là tu vois trop là. Non, pas du tout. C'est vraiment, je me cale vraiment sur le public, quoi. C'est-à-dire que... Vous réécrivez au fur et à mesure? Oui. Quand j'ai une mouture que je trouve à peu près satisfaisante de quoi que ce soit, alors si je suis pas sûre du sketch, je vais aller jouer en rappel en disant j'ai un nouveau sketch et je le teste comme ça et je regarde où les gens rient. Et après, on va dire, je le remets en atelier, je le coupe, je le réécris et je le remontre aux gens. Et puis après, il y a des sketchs que j'ai laissés tomber. Par exemple, là, dans ce spectacle, il y a 2 ou 3 sketchs qu'on va dire qui sont mornés, c'est-à-dire je les ai faits 4, 5, 10 fois, je les ai réécrits, puis à un moment, ça prend pas, donc on va pas s'acharner à les faire, quoi. Donc c'est vraiment, je dirais aussi, le public qui décide par ses réactions, et le public qui évolue aussi sur certains thèmes et certains sujets. On sent des fois... C'est-à-dire qu'il y a des sujets que vous pouvez aborder aujourd'hui que vous n'auriez pas pu aborder il y a 5 ou 10 ans, c'est ça? Bien sûr, oui. Je pense que l'humoriste tend un miroir à la société. Oui. Après, il y a mon évolution personnelle, mais oui, non, mais même un truc tout simple par rapport à François Hollande ou Manuel Valls, le public évolue. Je parle du public dans sa globalité, je ne parle pas des individus. Par exemple, là, dans la version, j'ai créé ce sketch à l'Olympia le 2 février, et je faisais une femme qui était assistante de Manuel Valls, une énarque. Ce sketch, j'ai enlevé
parce que maintenant il est moins populaire, enfin ce que je ressens. Et quand je faisais ce sketch et que j'étais son assistante, ça glaçait. Voilà. Donc moi, mon but n'est pas de créer un truc. Moi, j'aime que les gens. Et le sketch de l'élu d'extrême droite, je l'ai décalé vers la fin du spectacle. Oui, exact. Oui. Parce qu'au début, c'était un peu, les gens me regardaient comme ça. Le public n'était pas encore assez chaud. C'est ça, on va dire. C'est drôle que vous parliez du public dans sa globalité, vous dites. C'est un partenaire. C'est-à-dire, c'est très bizarre. Mais c'est pas chaque personne. Non, parce que c'est très bizarre qu'un amalgame de gens différents, de classes sociales, d'âge, de provenance différentes, quand vous les mettez ensemble un soir au même endroit, ça forme un public qui réagit. Et moi, j'enregistre. Mais souvent mes sketchs, surtout quand ils sont nouveaux, pour savoir où les gens rigolent, et je réécoute les enregistrements. Et ce qui est bizarre, c'est que pourquoi à Marseille, à Lyon, les gens rient au même moment, ou même à l'étranger, quand le sketch est bien écrit et bien interprété, le rire il tombe comme une mécanique toujours au même moment, quoi. Alors vous savez, moi je trouve qu'il faut aller voir les artistes sur scène. Et moi, il y a eu un avant et un après vous concernant. C'est-à-dire avant, je vous voyais à la télé, et même vos spectacles, on les voit beaucoup, ça tourne beaucoup à la télé, etc. Et puis, il y a le jour où je suis venue vous voir sur scène, vous avez été une des premières invitées de cette émission qui est née il y a 12 ans. Et ça me fait quelque chose de vous recevoir, Anne Romanoff, je ne vous le cache pas. Surtout quand vous m'avez dit l'âge de vos filles tout à l'heure, quand on préparait l'émission, je me suis dit, ah oui, le temps passe. Et je suis venue vous voir en spectacle. Et c'est vraiment, c'est complètement différent. Pourtant, un spectacle filmé, on se dit, bah, c'est la même chose, je vois le spectacle filmé. Eh ben non, c'est pas la même chose. Quand on est dans l'énergie de cette salle, et qu'en plus, il y a un moment, vous allez toujours chercher quelqu'un dans le public, on se dit, pourvu que ça me tombe pas dessus, pourvu que ça me tombe pas dessus. Puis il y a forcément quelqu'un. Non, mais beaucoup de gens me disent ça, mais en même temps, c'est heureusement qu'il faut aller voir les artistes sur scène pour. C'est vrai que la télé a tendance à aplatir un peu les choses, et puis on sent pas la personne. Et c'est vrai que beaucoup de gens me disent. M'ont entrevue à la télé, quand ils viennent me voir sur scène, ils sont étonnés de ce que je dégage, de ce qui se passe avec le public. Étonnant, mais en même temps, j'ai envie de leur dire, je dis pas ça méchamment, mais j'ai envie de dire, mais attendez, j'ai presque 30 ans de carrière, je pense pas que si je dégageais rien sur scène, les gens ils viendraient pas à mes spectacles depuis 30 ans. Donc voilà. Et puis après, je pense aussi que avec le temps, j'ai gagné aussi plus en détente quand même. Je suis plus dans le plaisir maintenant et moins dans la performance. Quand on est, encore une fois, quand on est jeune, moi je me sentais très comme ça, tendue. Et là, maintenant, je me sens plus, je laisse plus les choses venir, on va dire. On va regarder un deuxième extrait. Alors, je voudrais que nos téléspectateurs et nos auditeurs fassent très très attention, parce qu'il y a un moment qui est court, forcément, vu que c'est un extrait, mais évidemment, dans le spectacle, c'est beaucoup plus long, où vous reprenez toute la mécanique de la messe pour l'appliquer aux mots de la société. C'est à hurler de rire. Là, c'est qu'un tout petit extrait où ce sont des intentions de prière qui s'adressent à des saints un peu particuliers qu'on ne va pas retrouver sur un calendrier normal. Mais c'est beaucoup plus large que ça, et je voudrais qu'on en reparle un petit peu après, Anne Romanoff. On regarde. Bah, les hommes, passent un certain âge, c'est comme les batteries d'iPhone. C'est vite à plat, puis c'est long à repartir. Alors sinon, il y a l'amitié. Moi, l'autre fois, j'ai un ami, il m'a dit « Oh là là, j'ai 2715 amis sur Facebook. » J'ai dit « Waouh, déménage un jour férié, regarde combien il y en a qui viennent t'aider. » Surtout, s'il vous plaît, quand vous parlez aux médias, ne promettez pas d'inverser les courbes. Vous vous rappelez que François Hollande avait promis d'inverser la courbe du chômage. L'autre jour, il y a un conseiller qui est rentré dans son bureau, il a dit « Président, je sais comment inverser la courbe. » Il a demandé comment. Il a dit « Vous tenez la feuille à l'envers. » Je te préviens, Mélanie, elle m'a dit « Si tu fais pas d'études, tu rentres direct dans la vie active. » Je dis « Mais maman, mais pour rentrer dans la vie active, faut avoir un CV. Et mon CV, il est pas comme moi, il est vierge. » Attention, tout le monde est prêt à se libérer des toxines. 1, 2, 3. Saint Cofinoga, Saint Sofinco, Saint Cétélème, Saint Émilion. Modérons-nous. C'était une sacrément bonne idée de reprendre, j'espère que c'est bien reçu par les catholiques d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très drôle de reprendre l'ordinaire de la messe finalement pour appliquer ça dans un spectacle et à des mots de société qui sont le chômage. Il y a une prière à Pôle emploi. Alors, il y a une prière à Saint Paul emploi aux galériens. Oui, lettre de Saint Paul emploi aux galériens. Galériens. Non mais sérieux, ça vous est venu comment cette idée? Je me dis comment ça peut émerger une idée pareille? Déjà, je vais pas mal à la messe. Et donc, je sais pas, c'est venu... Je cherchais une manière de parler de la crise économique qui soit un peu différente. Un peu décalée. Voilà, et c'est venu comme ça. Et après, il a été aussi très long à écrire ce sketch. Parce qu'il y a des fois, il passait très bien, des fois, il passait pas. Et maintenant,
Oui, mais parce que il faut une efficacité. Enfin, c'était pas évident si les gens captaient pas la parodie. Au départ, quand je le faisais, si les gens captaient pas la parodie, il marchait moins bien. Et là, maintenant, il marche très très bien, on va dire. Et voilà, mais j'ai beaucoup. Si on regarde la première version et la version que je fais en ce moment, il a été beaucoup serré, remanié. Il y a un autre père au banquier tout puissant qui est pas piqué des vers, celui-là, qui est aussi très très drôle, mais je ne vais pas tout vous révéler. Alors pourquoi aimons-nous les uns les autres? En fait, c'est un titre qui m'est venu avant les attentats et je l'ai choisi, j'ai choisi au mois de décembre 2014 parce que pour moi, c'était un peu ironique par rapport à justement toutes les tensions que je sentais dans la société française où les gens avaient tendance à se dresser les uns contre les autres. Voilà, c'est comme un message d'amour en même temps, mais de lucidité, parce que je sais très bien, et d'ailleurs je le dis, je termine le spectacle avec un sketch où je parle de la difficulté de s'aimer et d'aimer les autres. Donc je ne suis pas là en train de faire cuicui les petits oiseaux, il suffit de s'aimer et tout va être facile. Et je me suis aperçue aussi que c'était la thématique globale de beaucoup de sketchs, la difficulté à aimer, la difficulté des relations, alors entre une mère et sa fille, dans le couple, la difficulté à trouver du travail, voilà, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et tout ça, c'est souvent... alors, je ne dis pas que l'amour résout tout, mais voilà, c'est le message du spectacle quand même. Alors, il n'est pas niais ni mièvre, hein, parce que je fais rire avec ça, mais j'avais envie de dire ça aussi. Alors, il y a un moment assez drôle où il y a une coach qui est, donc vous, évidemment, incarnée par vous, et à un moment, vous faites dire au public « Je te comprends ». Je te pardonne, je t'aime. Ouais. C'est très évangélique, sauf que la coach, elle prend 300 balles. 300 euros. 300 euros pour le faire dire et le mettre en pratique, là où l'Église propose ça, évidemment, gratuitement. Je parlais d'un coming out catholique. C'était un peu pour vous provoquer, parce que quand vous étiez venu il y a 10 ou 11 ans dans cette émission, vous aviez déjà parfaitement dit de manière tout à fait ouverte que vous étiez en train de découvrir vraiment la foi, que c'était votre mari qui vous avait entraîné. Puis entre-temps, vous avez été baptisé en 2011. Donc on voit que le chemin, il a avancé. Hein. Le chemin, il a avancé. Alors je sais que c'est pas évident de parler de sa foi, mais est-ce que ça a changé finalement cette progression spirituelle? Est-ce que ça a changé votre manière un petit peu de travailler, de vous présenter aux autres, de voir la vie même? Travailler, non, je sais pas. Je suis plus sereine, mais après, est-ce que c'est pas l'âge? Je sais pas. Non, je sais pas, c'est un ensemble. Oui, je pense être plus sereine maintenant qu'il y a 10 ans, c'est sûr. Et c'est important ce baptême en 2011? Oui, parce qu'en fait, j'avais la sensation d'être une catholique clandestine, parce que mon mari est très croyant, donc je l'accompagnais à l'église. Et je ne pouvais pas communier, donc j'avais l'impression d'être... Et puis moi, ma famille est juive. Bah, c'est génial, vous êtes d'origine juive, vous. Oui, alors Jésus était juif, donc là, ça m'a fait un lien. Quand j'ai compris que je me suis dit, bah voilà, donc si Jésus est juif, je peux devenir catholique. C'est une progression à la Monseigneur Lustiger, en fait. Ouais. J'en sais rien, c'est modeste en même temps. Et puis après, on m'a beaucoup aussi sollicité pour témoigner sur ma foi, et j'ai tout refusé, parce que je me sentais pas du tout... Comment vous dire, je suis une porte-étendard non plus des cathos de France. Non, mais c'est même pas ça, c'est que je n'ai pas une connaissance. Enfin voilà, je suis débutante là-dedans. Enfin, et c'est quelque chose d'intime et d'assez simple que j'ai pas vocation à être ni faire de l'œcuménisme, je me sentirais pas légitime dans ce rôle. Quand on m'a demandé de participer à des conférences, j'ai dit non, on se calme, je ne peux pas. Et pour autant, vous parlez jamais de religion dans vos spectacles, dans vos sketchs, comme s'il y avait une sorte de pudeur ou... Non, parce que c'est d'abord, vous savez combien c'est touchy. Ouais. J'en ai déjà parlé dans un précédent spectacle, il y a longtemps, à Bobino, j'avais fait un sketch sur le pardon. Je faisais une prof de catéchisme qui expliquait comment il fallait pardonner, et elle-même, elle n'arrivait pas à pardonner, évidemment. Mais non, parce que c'est très compliqué d'en parler sur scène de la religion. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai, mais... faut trouver le bon angle, Après, il y a des gens, par exemple, comme Jérémy Ferrari, qui aime provoquer, qui a fait un spectacle, voilà. Ah oui, non, mais là, qui est tout en provocation sur la religion. Oui, mais c'est un choix. Mais moi, c'est pas spécialement ma tasse de thé, la provocation. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, même si j'ai beaucoup aimé son spectacle. Mais voilà, après, il faut le ressentir. Enfin, j'ai jamais ressenti le besoin de faire un sketch là-dessus, quoi. Mais peut-être ça viendra. Hein. Vous avez des racines qui nous emmènent loin dans le monde, entre une grand-mère russe et une autre qui était originaire de Fès. C'est riche de venir de deux cultures aussi différentes. Comment vous avez, comment dire, c'est quoi le verbe, pas synchroniser, mais comment vous avez mis tout ça ensemble? En plus de grand-mères qui avaient de forts tempéraments, donc quand elles étaient ensemble, elles ne s'entendaient pas forcément. Mais vous êtes riche de ces deux grand-mères-là qui vous ont aussi formé, qui ont fait la femme que vous êtes aujourd'hui. Comment vous conciliez, voilà le verbe que je cherchais.
Je pense que j'ai vraiment les deux aspects. Les juifs russes, les askénazes, ils sont un petit peu prises de tête, à se poser des questions, en doute perpétuel. Ça, c'est quand même un aspect que j'ai en moi. Et puis, le côté du Maroc, c'est plus joyeux, plus extraverti, plus exubérant. Et ça, je l'ai aussi. Donc, j'ai les deux, en fait, en moi. Et j'ai un grand-père catholique, quand même. Oui, quand même. De Bordeaux. J'ai un grand-père français. Tout est dans le quand même. Il y a aussi autre chose, c'est moi quand je vous avais vu sur scène, il y a déjà quelques années, j'avais été assez impressionnée par l'énergie, ça sans aucun doute, mais une espèce de bonhomie optimiste comme ça qui ressort, et alors que vous dites qu'en général vous n'êtes pas très optimiste dans la vie, et je comprends jamais comment les gens qui sont pas optimistes dans la vie arrivent quand même à transmettre ça. Ça c'est un mystère, mais je pense que ça ce sont des choses qui émanent de moi et qui m'échappent. C'est-à-dire pourquoi quand je suis sur scène je dégage de la joie de vivre, alors que parfois dans la vie... Parce que c'est vous, non? Oui, mais dans la vie, il m'arrive des tas de moments où je m'en sens totalement dépourvue. Non mais... Comme nous tous, non? Oui, mais enfin, c'est un peu mystérieux pourquoi c'est ça qui se dégage de moi. Mais je pense que c'est le cas pour pas mal d'artistes. On n'est pas forcément maître. On peut travailler son art, mais ce qui émane de nous, finalement, on ne peut pas le maîtriser. C'est quelque chose de l'ordre, je ne sais pas, de l'inconscient, des choses qui se passent... Mais c'est vrai qu'il y a en effet une espèce de joie qui se dégage. C'est comme si la vraie vous se révélait sur scène, finalement. Oui. Et pendant des années, d'ailleurs, au tout début de ma carrière, quand j'étais très stressée, sur scène, j'étais comme ça, lumineuse et sympathique. Et je sortais de scène et j'étais complètement fermée, angoissée. Maintenant, j'arrive mieux à faire le lien entre les deux, mais pendant des années, j'avais vraiment deux personnalités super différentes. Aujourd'hui, c'est plus en harmonie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De quoi naît un sketch? Est-ce qu'un sketch naît d'un agacement? Est-ce qu'un sketch naît d'une révolte? Est-ce qu'un sketch naît d'un éclat de rire? Non, pas d'un éclat de rire. Un sketch, il naît d'un problème. Donc, en effet, comme vous dites, c'est un agacement ou une révolte. Il faut, quand on choisit un thème, il faut avoir quelque chose à dire sur le thème. Après, il faut trouver l'angle. C'est pas tout de dire je fais un sketch sur les portables. Qu'est-ce que tu veux raconter sur les portables? De quelle manière? En quoi tu es original? Voilà. Mais un sketch, c'est toujours en effet un problème, une difficulté. On fait pas rien avec le bonheur. Donc, je pense que l'humour, c'est quelque chose qui aide à supporter la vie. Donc, ça, il n'y a aucun doute. Donc, oui, on fait rire avec les difficultés de la vie, quoi. Après, il y a des choses qui sont tellement difficiles qu'on n'est même pas capable d'en faire des sketchs. Par exemple, il y a un sujet on a parlé de religion tout à l'heure, mais si on part sur un autre je sais pas, les choses, je sais pas, la mort d'un enfant. Enfin, voilà, il y a des sujets qui sont quand même profondément dramatiques. Et voilà. Après, dans l'absolu, tout est possible, mais je pense qu'aussi c'est chaque humoriste qui a sa propre sensibilité aussi dans le choix des thèmes. Puis encore une fois, on se cale sur le public. Moi, il y a des fois dans ce spectacle, j'ai voulu traiter certains thèmes, ça passe pas. Bon voilà, ça passe pas. Hein, on veut pas. Il y a quand même quelque part, vous êtes très installé dans l'univers médiatique. Il y a des chroniques au JDD, il y a Europe 1, il y a vos spectacles qui tournent. On sent, vous dites vous-même, je suis plus. Il y a quelque chose qui s'est déposé. C'est vrai. Il y a quelque chose qui s'est déposé. Quand vous imaginez la suite de votre carrière, vous voyez quoi exactement? Vous arrivez à vous projeter ou de votre vie, parce que ça peut aussi passer par autre chose que la carrière? Non, ma carrière, c'est ma vie. Sympa pour les filles. On vous salue. Alice et Marie, si vous entendez maman. Philippe, votre épouse est ici. Non, mais c'est vrai que mais ma carrière est très... bien sûr, c'est très imbriqué. Oui, voilà. En plus, votre mari travaille aussi plus ou moins avec vous. Non, donc, mais je sais pas. Après, c'est plus les rêves que j'ai, ce serait d'arriver... Par exemple, j'aimerais bien créer une œuvre de longue haleine, c'est-à-dire... une pièce de théâtre ou un film, voilà. Parce que le format du sketch, c'est formidable, mais c'est 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, on raconte une petite histoire, voilà, j'aimerais bien. Mais c'est aussi difficile que de passer d'un article de journal à un roman. Donc c'est drôle parce qu'il y a quelques années, Francis Cabrel était venu ici et il avait dit « j'arrête la musique ». C'était après son album Des roses et des orties, « j'arrête la musique, je vais écrire un roman ». Et il avait rencontré des romanciers, j'en avais fait rencontrer aussi. Et puis... Finalement, il a ressorti un album il y a peu de temps et il raconte dans pas mal d'articles qu'il a arrêté le roman parce qu'il dit juste « je n'y arrive pas ». De passer du court au long, je n'y arrive pas et que c'est pas forcément facile de se réinventer. Donc vous, je vous souhaite de réussir quand même. Je sais pas, on verra. Théâtre? Oui, je pense théâtre. Oui. Parce que c'est mon mode d'expression naturel, le théâtre. La scène, en tout cas. Oui. Mais après, il faut trouver le sujet. J'aimerais bien écrire une comédie, voilà, enfin... Et j'ai un peu du mal à y aller, c'est-à-dire que j'écris quelques notes et puis après j'arrive pas. J'ai peur, je pense que je me mets aussi la barre un peu trop haute. Alors quand j'écris un sketch, j'en ai écrit tellement que je suis moins
dans la peur, quoi. Il y a un savoir-faire. Et si je vous enlève votre crayon, votre ordinateur, enfin qu'on vous enlève les planches, qu'on vous enlève votre chronique au JTD, qu'on vous enlève la radio, qu'on vous enlève tout, vous avez une année sabbatique, vous en faites quoi? Oui, je sais, c'est super dur, je comprends. Ouais. Une année sabbatique? Ouais. Sans problème d'argent, c'est-à-dire... Oui, une année sabbatique de rêve. Ah ouais. J'aimerais bien partir à New York ou à Londres, mais plus à New York, justement, prendre des cours d'écriture. Ouais. J'aimerais bien... les Américains, ils sont très pragmatiques. En France, on pense que l'écriture, c'est de l'inspiration. Bon. Mais aux États-Unis, il y a énormément de livres qui s'écrivent. J'en ai lu beaucoup, d'ailleurs. J'en ai plein chez moi, je les collectionne, mais je ne les lisais pas tous, d'ailleurs. Mais qui écrit comment « How to write comedy », comment écrire la comédie, comment écrire du théâtre. Il y a des stages. Voilà, j'aimerais bien étudier avec... ça me plairait. Et ben voilà, tout ça va se mettre en place. Alors, moi, je vais vous présenter quelqu'un qui écrit, Anne. Et il s'appelle Alexandre Beneteau, il va venir nous rejoindre sur le plateau. Alors, il écrit non pas des romans ni des pièces de théâtre, il écrit de la musique. Et bonjour Alexandre, installez-vous. Bonjour Emmanuel. Il écrit de la musique contemporaine, mais de forme classique. Il va nous expliquer tout ça. Et en 2009, il a eu un très grand prix international qui lui a permis de lancer vraiment sa carrière. Et on va pouvoir écouter ce qu'il fait. Et il y a beaucoup de points communs, je trouve, entre les métiers de création tels que vous les pratiquez, Anne Roumanoff, et le métier de création tel que vous le pratiquez, même si ça ne paraît pas évident comme ça, mais vous verrez. Juste Alexandre, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez suivi cette première partie d'émission. Il y a quelque chose dans ce qu'a pu dire Anne Roumanoff qui vous a particulièrement interpellé? Alors en fait, il y a eu plein de choses. Moi, j'étais très intéressé par ce début d'émission. Et tant mieux, ça avait dit qu'il se l'avait ennuyé, on aurait été mal. L'hypersensibilité chez les artistes, enfin, vous disiez chez les humoristes, mais je pense que ça doit être vrai pour la plupart des artistes. L'écriture, vous disiez que finalement c'est plus difficile d'écrire quelque chose qui paraît simple. Mais finalement, c'est ce que vous venez juste de dire ça rejoint peut-être ça, cette idée sur le pragmatisme. Vous avez dit, voilà, si j'avais une année sabbatique, je partirais à New York, peut-être faire un stage d'écriture, parce que là-bas, ils sont pragmatiques. Et nous, ici, on croit que l'inspiration... alors que je partage assez cette idée-là que pour être un artiste, pour avoir une chance d'être un artiste, il faut être un artisan d'abord et connaître son métier. Et je pense que c'est une des choses que la vision romantique de l'artiste qui reçoit tout d'une inspiration magique, voilà, ça sort tout seul. Et puis aussi une certaine esthétique contemporaine qui dit finalement tuons toutes les valeurs. C'est-à-dire si vous savez dessiner, si vous voulez être peintre, surtout n'apprenez pas à dessiner parce que ça risquerait de vous formater. Oui, ou comme les gens qui disent tu veux être comédien, surtout prends pas cours de théâtre. Je trouve ça tellement stupide de dire ça. Alors que l'idée, c'est d'avoir les outils, puis après de s'en détacher tout en les maîtrisant. Tous les métiers s'apprennent quand même. Tout à fait. Et ça ne peut pas faire de mal de maîtriser les outils. Après, on peut décider de les utiliser ou pas, mais quand on en a besoin, c'est bien de les maîtriser. Alors, dans un moment, dans ses sketchs, Anne, on l'a vu passer d'ailleurs dans un extrait, dit oui, moi j'ai passé, elle le fait beaucoup mieux que moi, hein, mais moi j'avais qu'un bâton pour m'amuser quand j'étais enfant et ça m'a pas tué. Et ouais, mais t'aurais voulu une console, tu te serais peut-être amusé aussi. Cela dit, c'est de l'ennui qu'est née la vocation d'Alexandre. Une après-midi d'ennui à 14 ans. C'est vrai, oui, vous avez lu ça quelque part. Oui, j'ai lu ça dans un article. Non, mais c'est vrai, comme quoi de l'ennui peut naître une vocation. Parce que vous, votre vocation de musicien, pas mélomane, mais pas plus musicien que ça, pas famille de mélomanes du tout. Souvent, les compositeurs sont issus de familles bien musiciennes avant eux. Et vous, c'est pas du tout ça. Il y avait un tourne-disque, un piano et basta, quoi. Et c'est né comme ça. C'est ça, oui, effectivement, je me souviens très bien. Je devais être en 4e et je tournais. Alors, je suis fils unique, donc j'avais pas de frères et sœurs pour m'embêter ou à qui embêter. Et oui, je m'ennuyais, donc je tournais, je travaillais mon piano, je jouais. Puis à la fin de la journée, j'ai dû faire 6 heures de piano. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc j'avais 14 ans et je savais que je voulais être musicien. Alors d'abord pianiste. Mais je commençais à composer un petit peu, donc je faisais beaucoup d'écrits. Enfin, Après, il faut trouver son territoire, parce que vous, il y a eu des aînés prestigieux avant vous, Anne. On a envie de penser à Jacqueline Maillan, Raymond DeVos, etc. Donc, vous, il y a eu des aînés prestigieux, bon, au hasard, Mozart et Bach. Et à un moment, on se dit, je me lance. Et à ce moment, vous vous êtes dit, j'y arriverai jamais, je me lance pas, je suis... Non, parce qu'en fait, au moment où j'ai commencé l'humour en 87, c'était pas du tout un métier à la mode. Oui, c'est vrai, surtout chez les femmes. Non, mais c'était pas du tout, ça faisait pas rêver. Maintenant, vous avez plein de jeunes qui pensent qu'ils vont devenir humoristes, riches, célèbres, épouser des princesses, mais à l'époque, c'était vraiment pas le cas. C'était un métier un peu ringard. Donc en fait, moi, mon rêve d'adolescent, c'était pas du tout d'être comique. Mon rêve, c'était d'être Isabelle Adjani, de rentrer à la Comédie Française. Vous avez raté votre vie, Roumanoff.
Ouais, ça Ah va. là là. Et en fait, j'y suis venue par élimination de plein de choses, en fait, à l'humour. Mais je pense que c'était aussi mon mode d'expression fondamental. Mais j'ai mis du temps à... Parce que justement, j'étais un peu snob et je trouvais que c'était pas terrible de faire ça. Donc non, je me suis pas sentie écrasée par les aînés. Alors, moi, je me souviens que j'avais été très pragmatiquement à la Fnac. J'avais acheté tous les 33 tours du Maurice quand j'ai décidé de me lancer là-dedans. Ah oui, Et très organisé. je les avais écoutés, j'avais retranscrit le type de sketch qu'il y avait, les différents types et tout ça. J'avais étudié. Mais à l'époque, disséquer les sketchs des autres. Magdan, Zouk, Sylvie Joly, Boujna, tout ça. Enfin, voilà. Et voir comment fonctionnait la mécanique Ouais, finalement. c'est La mécanique du rire. Ouais, j'avais étudié ça dans ma petite chambre. Ouais. Je savais que ça commençait. Ça sent la méthode Sciences Po Moi, derrière. j'aime beaucoup cette méthode-là, oui, cette approche-là. Analytique qui n'empêche pas, alors qui peut être ressenti peut-être par certains de nos spectateurs même comme l'anti-art, mais je pense que ça procède de l'artisanat et c'est ça, oui, effectivement. Alors, l'homme qui est assis à côté de vous, Anne Roumanoff, a eu un prix prestigieux en 2009. Il a remporté le concours international de composition vocale. Dites-le le nom parce que je ne peux pas y arriver. C'est Guidi. Oh, bah, si c'était simple. Pour une pièce vocale a cappella qui s'appelle Succurre Miseris. Non. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça, Ça doit être d'accord. ça. Je vous propose qu'on écoute, parce que pareil, c'est bien beau de parler d'un compositeur, mais si on n'écoute pas ce qu'il compose, ça ne sert strictement à rien. On regarde, donc c'est interprété par un ensemble de Chicago. C'est ça. Qui vous a pas plus demandé l'autorisation que ça, mais que quand même, qui s'est approprié. C'est un chef de chœur qui est passé à Chartres, qui a où j'habite, qui a eu vent de ma musique, qui m'a demandé la permission de j'ai la cru que ça chanter. s'était fait, d'accord. Mais ils ont mis la vidéo. Moi, j'ai découvert cette vidéo sur YouTube comme ça. Par surprise, c'est une belle surprise, effectivement. Alors on écoute, parce que ça s'écoute surtout. Ça s'écoute. On écoute. On plane un peu. Anne, ça vous parle ce genre de musique? C'est très relaxant en tout cas. Oui. Ouais. Oui, surtout qu'ils ont pris un tempo un petit peu plus lent que celui que j'ai l'habitude d'entendre. C'est drôle, c'est comme Anne disait tout à l'heure, c'est drôle de voir ces sketchs joués par d'autres. Et j'imagine que vous, ça doit être un peu pareil. C'est ça. Alors moi, c'est tout le temps pour le coup, oui. puisque à de rares exceptions, j'étais pianiste dans une autre vie, donc parfois je joue mes œuvres au piano, mais la plupart du temps, ce sont les autres qui les jouent. Et donc c'est vrai que c'est enrichissant aussi ce travail avec l'interprète. Vous n'êtes pas trop tout seul quand même, parce que vous faites vos trucs dans votre coin. Oui, c'est ça. Non, en même temps, il a 5 enfants, dont un bébé qui a une semaine, donc tout seul, je pense qu'il ne doit pas les tracer quelque part. Mais je pense qu'effectivement, c'est vrai, vous avez raison, mais la solitude, je pense, est nécessaire. Je pense qu'on fait ce métier, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je pense que j'ai fait ce métier parce que je voulais communiquer. Et effectivement, on n'écrit pas, enfin je pense pas qu'on écrive de la musique pour soi. Enfin moi, ça me demande tellement d'énergie et ça m'épuise tellement que il y a bien une raison pour laquelle je le fais. Et c'est le paradoxe de ce métier, c'est qu'effectivement, il faut se mettre au secret.
Et donc, finalement, le travail avec les interprètes et la rencontre avec le public, après, c'est une vraie récompense. Bon, on le dit ou on ne le dit pas, mais on va le dire. Vous avez dit que vous étiez fils unique. Vous n'avez pas été élevé par vos parents, qui n'ont pas bien su comment se débrouiller avec ce bébé. Donc, ils vous ont, hop, il y a une grand-mère qui a fait une OPA sur vous. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça. Qui vous a élevé, elle. Il y a le psychologue de comptoir que je suis a tendance à dire, bon, il y a peut-être besoin de se faire entendre ce papa et de cette maman qui n'ont pas pu être là, qui n'ont pas eu les ressources pour ça. Oui, alors après, oui, j'imagine que peut-être que tout artiste est un névrosé en puissance. Il y a des névrosés qui ne sont pas artistes. Voilà, c'est du Il ne gâchis. suffit pas d'être névrosé pour être artiste. Exactement. Et puis derrière, vous faites 5 enfants, c'est ça qui est... Oui, voilà, oui. Besoin d'habiter l'espace, quoi. Peut-être, oui, effectivement. Mais je pense que je ne peux assumer cette vocation, sans grandiloquence, moi je parle toujours de cette vocation de compositeur. Je ne pense que je ne pourrais pas l'assumer si j'étais pas justement bien dans mes bottes. Il y a peut-être que effectivement j'ai commencé à écrire de la musique, c'est l'âge adolescent où on a besoin d'être aimé, de se faire remarquer, etc. Mais très vite assez vite c'est devenu un métier, c'est ma condition et finalement je ne peux le faire d'autant bien, je peux le faire vraiment bien parce que je suis bien dans la vie, même si j'avais pas ça, c'est pas grave. C'est en plus. Et tout le reste vous sera donné de surcroît. Alors, vous avez aussi un autre point commun tous les deux. Anne nous a raconté son parcours spirituel avec beaucoup de pudeur, mais on sent que c'est important dans sa vie, accompagnée par son mari, cette demande de baptême en 2011. Vous, c'est présent depuis plus longtemps et vous dites carrément l'inspiration, parlez-moi de la grâce plutôt. Oui, c'est vrai, oui. Alors, quoi dire effectivement. C'est-à-dire quoi, vous priez avant de composer Oui, alors bon, c'est pas non plus une tractation commerciale. Hein. Je prie 5 minutes pour avoir un petit grain d'inspiration, mais je pense que ma foi, de toute façon, elle fait partie de mon personnage, donc de ce que je suis et ma musique. S'en ressent, que ce soit de la musique religieuse ou pas. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est de la musique religieuse. Clairement religieuse, oui. Voilà. Musique sacrée. Hein. Musique sacrée, exactement. Mais oui, effectivement. Je vous sens tout ému, là. Oui, c'est quelque chose un peu. C'est quelque chose d'un peu personnel, la foi. C'est vrai que c'est l'avantage du compositeur, c'est qu'il est tout seul, il écrit, et puis après, il peut se réfugier tranquillement et laisser les autres s'exposer. Oui. Mais oui, moi j'ai la chance d'avoir été repêché dans la foi par un prêtre que je salue bien d'ailleurs, Dominique Maillasser, qui était notre aumônier au collège puis au lycée. On a eu de la chance, il a été muté au lycée quand la cargaison de jeunes passait elle-même du collège au lycée. Donc il nous a suivis, il m'a pas mal marqué. Et voilà, et puis j'ai rencontré ma femme dans une église, ça ne s'invente pas, et qui, elle, effectivement, m'a accompagné sur ce chemin. Donc je crois que la présence du conjoint sur ce chemin-là est importante également. Alors il y a un autre prêtre qui est important. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, Anne Romanoff, de Franz Stock? Non. Alors, expliquez-nous rapidement qui est Franz Stock et comment vous l'avez rencontré, parce que vous avez fait toute une œuvre autour de ce personnage historique, on peut le dire maintenant. Ah oui, j'en ai même fait 2. J'étais tellement... Alors, je vais essayer d'être bref. Donc, Franz Stock, c'est un prêtre allemand qui était adolescent, qui était jeune, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui faisait partie des mouvements franco-allemands de réconciliation, et qui, lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, est le curé de la paroisse allemande à Paris. Il est rappelé, mais il revient très vite. Et alors, c'est une vie très longue et très riche, donc je vais le faire vraiment très court. Il s'occupe de il est aumônier des prisons et donc il s'occupe de tous les condamnés à mort par la Gestapo, alors que ce soit des catholiques, mais des athées, des communistes, des juifs qui sont condamnés par la Gestapo. Il les accompagne et il prend vraiment sur lui, parce que je crois qu'il accompagne plus de 1000 personnes au Mont-Valérien à l'aube se faire fusiller. Ça le touche beaucoup, ça l'atteint même dans son corps, puisqu'il va avoir une maladie de cœur qui va le terrasser à un peu plus de 50 ans. Lorsque la France est libérée, au lieu de repartir, il se constitue prisonnier auprès des forces alliées pour cette fois-ci s'occuper des prisonniers de guerre allemands. Et après tout un tas de pérégrinations, il est nommé par le clergé, puisque le clergé français et allemand, eux, n'ont jamais été en guerre. Il est nommé à Chartres
camp de prisonniers, le CM101 je crois, il est mis à la tête d'un séminaire qu'on va appeler le séminaire des barbelés, parce que c'est un camp de prisonniers, où on met tous les jeunes prisonniers allemands qui ont commencé le séminaire avant la guerre. Et donc on a un séminaire dans un camp de prisonniers, qui est un haut lieu à Chartres, où donc la cantate... Alors voilà, comment j'ai rencontré Franz Stock, c'est parce donc, que... figure spirituelle forte, hein, on a bien compris. Voilà. Il y a eu des documentaires, des films sur lui. Oui, ouais. oui, il y a une association franco-allemande très, très, très active. Ouais. Et vous, Moi, on vous passe une commande. Voilà, on vous ne passe une connaissez commande pas, on vous en passe une commande. 2011 d'écrire une cantate qui est créée le 9 mai 2011 pour la Journée de l'Europe. On me passe commande donc à Chartres de cette cantate. C'est une coproduction association Franz Stock et conservatoire, la maîtrise du conservatoire de Chartres. Donc je rencontre Franz Stock comme ça, je lis sa bio. Et ça vous inspire? Et oui, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Parlez-moi de l'ultra-sensibilité des compositeurs. Oui, vraiment, à ma décharge, j'ai dormi 3 heures. Non, mais c'est beau. Mais... Elle est belle, votre sensibilité. Ne changez rien, Alexandre. Voilà. Ne changez rien. Donc, j'écris cette cantate. J'ai eu beaucoup de mal, d'ailleurs. Ouais. Si vous voulez, on va l'écouter. On va d'abord l'écouter. Comme ça, je vais me remettre. On va l'écouter. Voir déjà ce que ça donne. On est bien dans un camp de prisonniers, hein. Je crois qu'il n'y a aucun doute sur le sujet. C'est amusant parce que moi, la musique est tellement riche pour moi, enfin pas forcément la mienne, mais les sensations que m'apporte la musique, quelle qu'elle soit, sont tellement riches que finalement je vois aucune image. Et j'aime toujours entendre les gens dire « Ah ouais, je vois telle chose parce que moi je vois rien. C'est-à-dire que la musique prend toute la place. Donc il y a de la place pour rien d'autre. D'accord. Moi, j'ai toujours vu des images avec la musique. Je me rappelle d'un prof en 5e qui nous forçait à écouter la musique classique. Moi, sans traumatisme, Anne. Et moi, je me voyais dans une calèche. Voilà, c'était Sissi impératrice en général. Voilà. Alors, bien. Alors là, Anne me tend, on est d'accord, elle me tend la main là. Oui. On va faire un petit jeu. D'accord, un petit jeu qu'on a organisé avec Alexandre Beneteau. À votre attention, Anne, et à celle des téléspectateurs. On va vous faire écouter une musique qui est donc composée. On ne dit pas ce que c'est. D'accord, on ne donne aucun indice sur rien. Vous ne dites rien. On vous fait écouter quelque chose. Vous nous dites à quoi ça vous fait penser. Et puis après, on vous montre les images pour lesquelles cette musique a été créée. Est-ce que ça vous va? Ça va très bien. Alors, c'est parti. On écoute. Alors moi, pour moi, c'est une musique de ballet. Et je vois une danseuse étoile avec un tutu sur scène. Et puis, elle s'éveille à l'amour. Donc au début, elle est comme ça. Puis après, ça... Alors, elle a une fille qui a longtemps été petit rat de l'opéra, donc un petit peu influencée. Moi, je sais ce que c'est, mais cela dit, j'ai quand même joué le jeu. Vous connaissez un film qui s'appelle Chambre avec vue?
c'est J'ai dû sublime. voir ça, mais il y a des siècles et j'ai Et ben pour oublié. moi, c'est la musique qui aurait pu servir sur ce film-là. Ah bah, Voilà. ça Alors, va, c'est quoi pas mal cette quand même. musique alors Alors, On laisse. on va le dire. Dites un peu, puis Alors, après on montrera. C'est une musique que j'ai composée pour un documentaire du réalisateur Morgan Rossant, qui est dont le sujet est les sœurs Brontë. Alors donc j'étais pas loin dans le romantisme. Ah, mais oui, c'est complètement. très trop. Les grands paysages. Alors je disais, parce que c'est quand même le paradoxe, vos téléspectateurs doivent se dire, ils viennent nous dire que la musique ne lui évoque aucune image, et après ils nous expliquent qu'il fait de la musique pour les images. Finalement, c'est que je prends l'émotion qui me vient du film, donc je passe beaucoup de temps à regarder les images, et les images de Morgan sont super. On va les regarder. Et je passe beaucoup de temps à regarder les images. Finalement, ça devient de l'émotion, et l'émotion devient musique. Mais du coup, et finalement, on passe de l'image à l'émotion, à la musique, mais il n'y a pas l'image-musique directement. Alors, on reprend la même musique et cette fois-ci, on vous montre les images de ce documentaire consacré aux sœurs Brontë. In 1820, the Brontë family moved a few miles to the village of Haworth, where Patrick had been appointed vicar of St. Michael's Church. They moved into the presbytery at the top of the village, which had an amazing view of the town and the surrounding heath. A year later, Maria Branwell dies. Elizabeth Branwell, Maria's sister, moves into the presbytery in order to look after her nieces and nephew. Then, in 1825, the two eldest daughters of the family, Maria and Elizabeth, both die at the age of only 10 and 11 years old. These tragedies will profoundly mark all of the remaining members of the family, in their lives but also in their works. The cemetery located between their home and the village church serves as a constant reminder of the omnipresence of death in the Brontë stories. Patrick, for his part, faced this series of personal tragedies by instilling in his children a love for the arts, whilst doing his best to stimulate and enlighten them both intellectually and spiritually. Helping them to transcend their pain and grief by encouraging their creativity. He had great hopes to see Branwell, his only son, become a distinguished painter or an eminent poet. Alas, vain hope. Branwell would go on to lose himself into a life of debauchery. It is elsewhere that the work of the Reverend will bear its fruits. His three remaining daughters, Charlotte, Emily and Anne, will go on to write a significant chapter of English literature. Voilà, comme ça on en a profité pour réviser notre anglais. Donc on signale Clara Petit à l'alto qui joue divinement. Et voilà, on a vu, c'est vrai que vous n'étiez pas très loin, Anne, de ces grands espaces, de ce romantisme échevelé. On était dedans. On était dedans. Et je tiens à signaler le documentaire alors. Oui, qui va bientôt sortir. Là, vous avez une Finding pré-copie. Gondal, ouais. Donc chez Doc en Stock, réalisé par Morgan Rossant. Vous savez, tout à l'heure, Anne nous disait, il y a quelque chose qui s'est déposé, j'ai atteint un certain niveau, je suis moins stressée qu'avant, parce que voilà, il y a quelque chose qui est là. Vous, c'est un peu ça aussi, parce qu'il se passe quelque chose d'important cette année. Première étape 2009, quand vous remportez ce concours en Italie. Deuxième étape, c'est cette année. Vous vouliez être joué par un grand orchestre symphonique, et là, c'est fait. L'OSB, Orchestre Symphonique de Bretagne, voilà. Au mois de juillet, va vous jouer. Et ça, c'est bien. J'ai la chance d'être joué. J'en ai une pièce d'une quinzaine de minutes en 3 mouvements, qui a été commandée à l'origine par le festival Musique sur Douarnenez. Donc, qui était à l'origine une pièce pour piano. Mais très vite, en l'écrivant, je me suis dit, il faut la déployer à l'orchestre. Et l'orchestre symphonique de Bretagne, à qui j'en ai parlé, a accepté le projet. Et donc elle va être jouée 4 fois cet été, 3 fois ces jours-ci, 25, 26, 28 juin, quelque chose comme ça, et 15 juillet au festival de la Fondation Polignac. Donc, alors, pour un compositeur, être joué par un grand orchestre, pour une humoriste, c'est jouer sur des grandes scènes aussi. Qu'est-ce qui vous comblerait, Anne Roumanoff, je suis dans votre métier cette fois-ci, hein. Qu'est-ce qui vous comblerait dans les années à venir? Qu'est-ce qui vous manque encore pour que vous disiez là, c'est bien, vraiment? Mais là, je me dis déjà, là, c'est bien. Je sais pas. Alors, le mieux étant l'ennemi du bien. Je pense aussi être plus sereine aussi, rester créative, mais être plus calme aussi, être moins ballottée par mes émotions. Voilà, j'aimerais bien arriver à être un peu alors, plus... être plus calme, j'allais dire écouter la musique d'Alexandre Beneteau, puis d'un seul coup vous dites moins ballottée par mes émotions. Je dis ah bah non, alors là c'est plein d'émotions cette musique. Non, mais avoir moins d'eau et enfin voilà, être plus sereine, plus calme, moins agressive, plus tranquille, voilà. Mais bon, c'est un travail. Me réconcilier avec tous les gens avec qui je suis fâchée.
Non, mais enfin voilà, c'est plus ça, c'est un projet humain, voilà, on va dire. Après, professionnellement, c'est encore une fois d'avoir suffisamment de souffle pour écrire quelque chose de longue haleine. Voilà, une pièce, voilà, ça c'est vraiment. Alors ça, vraiment, on va guetter ça. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment un très très gros succès avec Aimons-nous les uns les autres, parce que d'abord, bon, ça va marcher, hein, je vous le souhaite, mais vous n'avez pas besoin de moi. C'est vraiment extrêmement drôle. À l'Alhambra, à partir du 30 juillet, évidemment, vous invitez... Pour 100 représentations, jusqu'au mois de janvier. Réservez vite vos places. Évidemment, vous invitez Alexandre. Oui. Qui lui-même vous invite à Douarnenez, c'est ça? Ça doit être plutôt près de Rennes. J'ai plus près de Rennes, pas tout à fait c'est toute la Bretagne. Mais vous aussi, on vous souhaite bon succès. Alors je tiens, donc on a signalé le DVD. Je tiens aussi à signaler ce CD auquel vous avez participé, Cantate pour la paix en Europe, Alexandre Beneteau et Sobi Apchi. Oui, Sobi Apchi, qui est l'auteur du texte de la cantate. Et le Festival de Redon. Le festival de Redon début juillet où je suis en résidence et il y aura une création d'un quatuor. Vous n'arrêtez pas les artistes en fait. Vous vous reposez quand, sérieux? C'est vrai, vous voyez cette nuit. C'est la chance quand on fait un métier qu'on aime, on se repose en faisant notre métier. Enfin, il y a tellement de gens qui font des métiers qu'ils n'aiment pas et qui travaillent. Enfin, quand même, je veux dire, moi, je trouve très malvenu les artistes qui se plaignent. Vraiment, on est privilégiés. Et pourtant, ils sont nombreux. Hein. Oui, mais je trouve ça très malvenu quand on commence à dire aux actrices « Ça va, c'était pas trop dur le tournage ?»« Oh ouais, c'était dur. » Non, ça va. Je veux dire, c'est une chance, c'est un privilège de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on a au fond du cœur et tout ça. Donc, il y a des gens, ils se lèvent à 6h du matin, ils ont 4 heures de transport. Ils sont mal payés. Non, alors quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, quand on a la chance que le public vous suive, il faut être reconnaissant, il faut dire merci, il ne faut pas chouiner. Un mot de la fin pour vous, Alexandre Beneteau. Beneteau, ça veut dire en vendéen petit béni. Petit béni, c'est ça. Petit béni, non mais ça ne s'invente pas. Romanov, ça veut dire quoi? Aucune idée. Ah, bon, on va trouver, on inventera. Un petit mot de la fin pour vous, Alexandre. Le mot de la fin, avec vous, c'est difficile. Peut-être que oui, aussi, en même temps, pour passer un peu après à Romanov. Voilà, c'est quand même difficile. Je dirais que c'est vrai, moi je me plains pas, je suis absolument heureux, mais parfois, on a besoin aussi de se ressourcer, parce que pour donner, il y a un moment où finalement, quand on donne trop, on gratte les fonds de tiroir et on n'a plus rien à donner. Et donc, il faut aussi apprendre à faire la pause. Vous parliez de l'année sabbatique à New York. Voilà, et vous, ce serait quoi votre année sabbatique? Pas le droit de composer, rien. Pas le droit de composer, pas de musique, rien. Oh là là, des balades avec les enfants, du temps, du cinéma, de la lecture. Du théâtre aussi, oui. Et de l'humour. Je vous remercie infiniment tous les deux pour cette belle rencontre. Je vous souhaite un bel été. Merci. Plein de rencontres. Merci Emmanuel.